Deuxième grande catégorie de charges, les amortissements fiscaux. C'est un chapitre important à la fois au plan technique, hein, parce qu'il repose sur des notions qui ne sont pas toujours faciles à expliquer ou à comprendre, et aussi parce que pour certaines entreprises capitalistiques, je dirais, c'est-à-dire des entreprises qui ont beaucoup de capital technique, les amortissements jouent un grand rôle dans la détermination des charges, et donc de l'assiette, et donc du montant de l'impôt dû par l'entreprise. Alors, comme d'habitude, on va commencer par définir la notion, et puis regarder ses contours. Puis on abordera les deux grands modes d'amortissement fiscaux, que sont l'amortissement fiscal en mode linéaire et l'amortissement fiscal en mode dégressif. Alors, commençons par cette présentation générale des amortissements, une sorte d'enveloppe générale ou de présentation des idées de base, dirons-nous. Puis on s'attaquera au contenu de la notion. Alors, pour définir la notion fiscale d'amortissement, il faut donner ou rappeler quelques éléments que vous connaissez hein, par ailleurs en termes de gestion. Le point de départ est le suivant. Certaines immobilisations des entreprises, des machines, des bâtiments, des véhicules, des licences d'exploitation, des brevets d'invention, etc., perdent leur valeur avec le temps. Il s'ensuit que le Code général des impôts oblige les entreprises à compenser cette perte de valeur afin de pouvoir remplacer les immobilisations à l'issue de leur durée de vie, et donc afin de maintenir à niveau leur capital technique et leur capacité de production. L'idée, en quelque sorte, c'est une idée un peu qui satisfait naturellement les entreprises, hein, mais qui est aussi une idée de politique générale en matière économique, c'est-à-dire maintenir à niveau le capital technique hein, des entreprises dans le pays, et donc pour ça les forcer à remplacer le matériel, etc., à maintenir à niveau au minimum le matériel, donc à investir. Et la fiscalité des amortissements, c'est aussi une incitation à l'investissement. Donc les entreprises vont échelonner, hein, dans le temps, cette compensation en mettant, de côté, si on peut dire, chaque année, les sommes, qu'on appelle les dotations aux amortissements, équivalentes à la perte annuelle estimée de la valeur des biens, en capital qu'elles possèdent. Alors partant de ces aspects, on aboutit à une définition des amortissements fiscaux, une définition un peu en 2 temps, hein. D'une part, c'est la compensation, comme vous voyez sur la diapositive, la compensation annuelle de la perte de valeur subie dans le temps par les immobilisations de l'entreprise. Donc on est vraiment sur du capital. Et d'autre part, cette compensation annuelle ou dotation aux amortissements est à la fois obligatoire et considérée comme une charge déductible, fiscalement déductible de l'assiette imposable. Alors techniquement, les amortissements sont donc calculés chaque année, hein, de sorte que le montant cumulé de chaque dotation annuelle permettent de reconstituer le prix d'achat ou le prix de revient de l'immobilisation amortissable à l'expiration de la durée normale d'utilisation ou de vie de l'immobilisation. Sachant que le montant cumulé des amortissements, bien sûr, ne peut pas excéder le prix d'achat ou le prix de revient de l'immobilisation. Donc les services fiscaux, la législation fiscale ne sont pas fous, folles. Il s'agit bien sûr de favoriser le réinvestissement, donc, mais il ne s'agit pas non plus d'avantager outrageusement les entreprises en permettant des amortissements au-delà du prix de la valeur du bien. On a vu l'enveloppe, entre guillemets, ou la définition des amortissements fiscaux. Regardons maintenant le contenu de cette notion d'amortissement, et en particulier les immobilisations concernées. Alors, il faut se souvenir que pour être fiscalement déductibles, les amortissements doivent remplir deux grands groupes de conditions à caractère très général, ainsi que des conditions propres à chacun des deux grands modes d'amortissement fiscal, à savoir l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif qu'on verra juste après. D'abord, les deux grands groupes de conditions générales que doivent respecter les amortissements pour être déductibles. Alors, le premier groupe de conditions générales est relativement simple. Il faut garder à l'esprit que les amortissements sont des charges, et comme tels, les amortissements doivent respecter les principes généraux des charges déductibles. À savoir, les dépenses amorties doivent être effectuées dans l'intérêt de l'entreprise, les dépenses amorties doivent être licites,
et les dotations aux amortissements doivent être comptabilisées dans l'année où l'entreprise veut les déduire. Voilà des conditions simples qui rattachent très très nettement, bien sûr, les amortissements et les dotations aux amortissements aux charges déductibles. Il y a un deuxième groupe de conditions générales qui sont un peu plus spécifiques aux amortissements. Les amortissements ne peuvent porter que sur des éléments de l'actif immobilisé des entreprises, éléments soumis à dépréciation du fait de l'usage ou du temps. Alors le principe est relativement simple, c'est que la dépréciation, c'est-à-dire littéralement la perte de prix, donc la possibilité d'amortissement fiscal, peut concerner des immobilisations corporelles ou des immobilisations incorporelles, à condition que les actifs concernés subissent, à coup sûr, à cause du temps, une détérioration physique ou une dépréciation fonctionnelle, qu'on appelle aussi obsolescence, et que cette détérioration physique ou cette dépréciation fonctionnelle soit déterminable. Alors en pratique, on peut schématiser comme suit les cas d'intervention des amortissements. Alors l'idée est d'établir un tableau qui croise les types d'immobilisation par nature, donc immobilisation corporelle ou incorporelle, et les types de détérioration ou de dépréciation des immobilisations. Donc il y a une détérioration physique ou il y a une dépréciation fonctionnelle, ou les deux à la fois. Donc là, je symbolise donc les immobilisations corporelles. Alors, pour simplifier, donc, il faut avoir en tête ce que représentent les immobilisations corporelles. Alors, vous vous souvenez donc qu'en comptabilité, on a dans les immobilisations corporelles, donc dans les comptes de classe 21, des constructions, des installations techniques, des matériels, des outillages industriels, du matériel industriel, du matériel de transport, des matériels de bureau, du matériel informatique, et cetera, et cetera. Donc, on va retrouver des outillages, je l'ai déjà cité, on va retrouver donc tout ça, dans les immobilisations corporelles qui sont, comme on dit, dans le jargon, éligibles en principe, et sous réserve des conditions, bien sûr, d'autres conditions qu'on verra, et en particulier là, dans ce tableau, des questions de dépréciation, donc de perte de valeur. Mais ces immobilisations donc, peuvent être amorties. Et puis, on a les immobilisations incorporelles. Donc là, c'est essentiellement des comptes de classe 20, hein, si vous voulez vous rattacher à la comptabilité. Donc on va mettre dans ces immobilisations incorporelles les frais d'établissement, par exemple, des frais de recherche et de développement, des dépenses pour la création de logiciels, etc. Des dépenses aussi pour l'acquisition d'éléments de fonds de commerce, d'éléments incorporels hein, de fonds de commerce. Donc il y a les questions aussi de droit au bail, de logiciels aussi qui peuvent être acquis. Alors, en face de ces immobilisations, ces grands types d'immobilisation, on a deux manières de faire perdre la valeur, en quelque sorte, à ces immobilisations. Il y a la détérioration physique et ce qu'on appelle la dépréciation fonctionnelle. Alors, la détérioration physique, elle concerne, on va voir d'abord le cas des immobilisations corporelles. Elle se présente dans deux cas principaux. C'est essentiellement l'usure due à l'utilisation. Donc là, on voit bien l'aspect de détérioration physique. Pensez essentiellement à la question de machines qui s'usent ou de véhicules qui font des kilomètres, etc. Et puis, il y a un deuxième type d'usure qui est admis dans la question d'amortissement des immobilisations corporelles, c'est l'usure qui peut être due au milieu. C'est-à-dire que l'immobilisation elle-même
par exemple, des bâtiments ou des types de construction, ou des installations techniques, peuvent s'user, par l'usage, je dirais, par l'utilisation, mais aussi elles peuvent s'user par le milieu. Imaginons, par exemple, un milieu un peu agressif, des installations qui sont, proches de la mer, par exemple, ou, des installations, qui subissent, énormément de passages de personnes, ou imaginons par exemple des installations routières ou autres, qui peuvent s'user, je dirais de manière un peu précoce éventuellement, parce que le milieu est un peu agressif. Alors ça peut être un milieu naturel, ça peut être un milieu, je dirais humain, ça peut être un environnement technique aussi qui fait que le matériel s'use, plus vite, et donc il y a 2 types d'usure, hein, pour résumer à très, très grands traits, hein, dans cette détérioration physique. L'usure par l'utilisation à proprement parler de l'immobilisation, pensez, essentiellement, par exemple, au véhicule qui fait beaucoup de kilomètres, et l'usure qui est dont l'origine, réside dans le milieu. Par exemple, des véhicules stationnés en front de mer, ou je ne sais pas, ou qui subissent des dommages liés à la qualité de l'air ou autre. Et puis, toujours pour les immobilisations corporelles, on admet aussi ce qu'on appelle une perte de prix, une perte de valeur, une dépréciation, fonctionnelle. Comme je l'indiquais, tout de suite avant, la dépréciation, fonctionnelle peut être, ça s'appelle aussi l'obsolescence. Ça peut être tout simplement dû à des progrès techniques, ou alors à l'évolution, des goûts, par exemple, des consommateurs, comme je l'écris. Alors, pour ce qui est du progrès technique, on peut très bien imaginer, une machine plus productive que la machine que vous avez, va permettre, d'économiser ou d'être plus performante, que la précédente machine. Donc il n'y a pas nécessairement d'usure du matériel, dont dispose, votre entreprise, mais simplement, une génération de matériel nouveau apparaît sur le marché qui est, plus performante, plus économique, moins de consommation d'énergie, et cetera, et cetera. Donc les machines détenues, par l'entreprise, deviennent alors dépassées, hein, sans pour autant être usées, ni par leur utilisation, ni par le milieu. Donc je dirais c'est une usure, une agression, une diminution de valeur si on veut, qui aurait plutôt un caractère, économique en quelque sorte. On pensait par exemple à des ordinateurs qui fonctionnent encore très, très bien. Par contre, il faut mettre à jour, les logiciels, et en mettant à jour les logiciels, on s'aperçoit que la capacité ou la vitesse de l'ordinateur, dont disposait de l'entreprise, ou des ordinateurs dont disposait l'entreprise, n'est plus adaptée. Et donc, malgré les qualités des ordinateurs et le fait qu'ils ne soient pas, vraiment usés, il faut les changer parce que il faut changer des logiciels qui consomment plus de capacité ou qui exigent plus de capacité. On peut avoir ça aussi avec des chaînes, de montage robotisées, et cetera, ou comme j'évoquais à l'instant, des appareils consommant moins d'énergie, plus économiques. 2e type de dépréciation fonctionnelle que j'ai indiqué sur le tableau, hem la dépréciation fonctionnelle qui est liée, à des changements, plus, généraux. Par exemple, je note, mais c'est un peu restrictif, mais c'est pour, mieux me faire comprendre, l'évolution des goûts des consommateurs. La demande d'un bien, évolue naturellement, dans la clientèle, et les machines, qui, fabriquent ce bien, doivent être adaptées. Ou alors, ne sont plus adaptées du tout et doivent être changées. Et donc là aussi, bien que ces machines fonctionnent parfaitement, en fait, elles ne correspondent plus, indirectement, je dirais, au goût des consommateurs. Donc on peut avoir ce genre d'évolution. Alors pensez par exemple à ce que sont devenues, les les machines qui fabriquaient des chapeaux, hein. Vous vous souvenez, enfin vous avez vu, comme moi, des images de l'ancien temps où, tout le monde portait, les femmes et les hommes portaient des chapeaux, jusque dans les années, 50 et 60, c'était vraiment un attribut, en particulier des messieurs, mais aussi, des dames. Bon, et à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de monde, ou plus personne en tout cas, très peu de personnes portent des chapeaux. Et donc, les fabricants de chapeaux ont toujours leurs machines qui fonctionnent peut-être tout à fait si les fabricants de chapeaux existent encore.
Mais ces machines sont devenues obsolètes parce qu'on ne consomme plus de chapeaux. Alors il arrive la même chose, hein, avec les ordinateurs, les téléphones portables, bon, qui sont remplacés par, des smartphones. Pendant un temps, on a pensé aussi que les micro-ordinateurs, seraient remplacés, par des tablettes, hein. Il y a très, très peu d'années, on voyait des tablettes partout et puis maintenant les gens reviennent aux micro-ordinateurs. Donc vous voyez, c'est un peu c'est cette, dépréciation fonctionnelle. Le matériel est bon, ne pose pas de problème au plan technique. Par contre, il ne correspond plus à un état, du marché, soit directement, soit indirectement pour fabriquer des produits, que les gens ne veulent plus sur le marché. Donc ça, c'est la dépréciation fonctionnelle. Alors, retour maintenant aux immobilisations incorporelles. Alors, sur les immobilisations incorporelles, dans la colonne détérioration physique, par nature, je dirais, parce qu'elles sont sans caractéristiques physiques, les immobilisations incorporelles, par nature et par définition, ne subissent pas de détérioration physique. Voilà, le droit au bail, eh ben, c'est un papier. Le logiciel, eh ben, ce sont, des données, transmises, soit, il y a encore quelque temps par disque, soit par clé USB, soit, téléchargées et cetera. Donc il n'y a pas de dépréciation, détérioration plutôt physique. Même chose pour, les brevets ou les licences en termes de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle. Donc, dans la colonne détérioration physique, les immobilisations incorporelles ne sont pas, en fait concernées. Elles vont être concernées, par contre, par, la dépréciation fonctionnelle. Alors, la dépréciation fonctionnelle essentiellement va intervenir sous forme d'échéances, juridiques. Donc un certain nombre de droits arrivent à échéance, par exemple un bail, par exemple un brevet dont disposait, votre entreprise et qui lui permettait, d'exploiter avec, une sorte de monopole, une invention, particulière. Tout ça, ça arrive à échéance. C'est prévisible, c'est un peu, l'idée aussi, comme pour la détérioration physique, c'est que l'usure et la durée de vie, de l'immobilisation, est prévisible et donc l'amortissement va permettre, de surmonter ce moment et de remplacer donc le brevet éventuellement. Même chose pour l'évolution de logiciels, il apparaît sur le marché, des logiciels plus performants et cetera et donc vous aviez des vieux logiciels, il faut penser à les remplacer. Il ne s'agit pas simplement d'une question bien sûr matérielle, de remplacer le CD ou les données. Il s'agit vraiment de questions, immatérielles ou incorporelles. Il faut, remplacer, les droits, d'usage en quelque sorte qui étaient, liés à ces immobilisations incorporelles. Donc voilà l'idée qui est sous-jacente un peu dans cette double question, liée aux amortissements. D'une part, les amortissements ne concernent que les immobilisations et d'autre part, ne concerne que les immobilisations qui perdent de la valeur à coup sûr avec le temps, soit par détérioration physique, soit par dépréciation, fonctionnelle. Pour, terminer sur la notion, générale d'amortissement fiscal, je dirais qu'on vient de voir, des éléments généraux, d'une définition positive des amortissements. Autrement dit, les biens que l'on peut en principe, amortir et amortir fiscalement, c'est-à-dire, qui sont, déductibles, dont les amortissements sont déductibles, au plan, fiscal de l'assiette imposable. À contrario, il y a aussi une définition, entre guillemets «négative», des amortissements. En d'autres termes, il y a certains biens ou immobilisations qui ne peuvent pas donner lieu à des amortissements, fiscalement déductibles. Alors, on va les passer en revue, en quelques secondes, si vous voulez bien. Alors, il s'agit en premier lieu, des biens qui ne sont pas, la propriété de l'entreprise. Donc ces biens-là ne peuvent pas être amortis. Une des conditions pour que l'amortissement soit, possible, c'est que les biens à amortir, fassent partie, des immobilisations, de l'entreprise, donc soit la propriété de l'entreprise. Donc ne sont pas amortissables par principe les biens, qui ne sont pas la propriété de l'entreprise. Par exemple, des biens ou des matériels qui sont en crédit-bail, dans l'entreprise. Des bâtiments ou des matériels loués ou prêtés, ne sont pas amortissables,
etc., etc. Donc vous voyez l'idée, la propriété est essentielle. Deuxième catégorie de biens qui ne sont pas amortissables fiscalement par l'entreprise, ce sont les biens qui ne font pas partie de l'actif immobilisé de l'entreprise à proprement parler. Ce que je veux dire par là, bah, c'est essentiellement les biens qui font partie des stocks de l'entreprise. Alors imaginez par exemple un agent immobilier qui a des immeubles en propriété qu'il cherche à vendre. Eh bien, ces immeubles ne font pas partie des amortissements, des biens amortissables, pardon. La même chose pour un concessionnaire ou un revendeur d'automobiles. Les véhicules qui font partie de son stock et dont il cherche à vendre ne sont pas non plus amortissables. Ils font partie du stock et donc ils ne sont pas considérés comme des immobilisations amortissables. Troisième exemple, ou troisième catégorie de biens qui ne peuvent pas être amortis fiscalement, ce sont des biens qui ne se déprécient pas hein, du fait de l'usage ou du temps. Donc on a vu qu'il y avait vraiment une condition essentielle à l'amortissement, c'est que les biens perdent de la valeur avec le temps. Alors, ils peuvent perdre de la valeur, soit on l'a vu par obsolescence, hein, ils sont dépassés, mais ils sont toujours en bon état. Mais plus personne n'en veut, ou leur prix, leur valeur vénale, donc leur valeur de revente diminue, ou les biens peuvent perdre de la valeur par un effet, je dirais, mécanique, une détérioration physique. Par exemple, le véhicule qui fait beaucoup de kilomètres et au fur et à mesure, ben, il prend de l'âge d'une part, et puis il prend des kilomètres aussi, et donc il s'use. Il y a certains biens qui ne se déprécient pas du fait de l'usage ou du temps, et donc qui ne sont pas amortissables de ce fait-là. Essentiellement, il s'agit des terrains. D'une manière générale, on va considérer que les terrains, bien qu'ils figurent, hein, je dirais, dans les immobilisations, on l'a vu hein, au plan comptable, enfin vous l'avez vu au plan comptable, ce sont des immobilisations corporelles hein, qui font bien partie des comptes de classe 21, etc., etc., hein, en plan comptable. Et par contre, au plan fiscal, les terrains ne sont pas amortissables. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'ils perdent de la valeur par l'effet du temps. Alors il y a quelques exceptions qui ne concernent pas véritablement les terrains, mais qui peuvent concerner par exemple des mines ou des carrières. Effectivement, quand on va exploiter un exploitant de carrière ou un exploitant de mine, eh ben, au fur et à mesure, il prend le matériau dans la carrière ou dans la mine, et la mine ou la carrière perdent de la valeur. Mais ce ne sont pas des terrains à proprement parler, ou du moins il y a une nomenclature particulière hein, en plan comptable hein, pour les mines et les carrières. Sinon, les terrains, eux, sont pas censés perdre de la valeur. Alors, ce qui peut poser problème, puisqu'on peut avoir des terrains, je fais une parenthèse, on peut avoir des terrains qui perdent réellement de la valeur. Imaginez par exemple un terrain une terre agricole qui est polluée du fait de certains pesticides qui ont été mis sur les terrains, bon, elle va nécessairement perdre de la valeur. Imaginez un terrain constructible qui possédait une vue sur la mer et puis donc il avait une certaine valeur, même si on ne peut pas s'approprier, hein, bien sûr, la vue elle-même. Néanmoins, ça avait une traduction dans le prix du terrain et puis on construit devant ce terrain-là qui était constructible, on va construire une station d'épuration ou un immeuble qui va prendre la vue sur la mer. Et donc la valeur du terrain va être perdue. Ben, en principe, les terrains ne sont pas amortissables. Donc ça, c'est un point important. Les fonds de commerce non plus, hein, normalement, ne sont pas considérés comme perdant de la valeur avec le temps, sauf si on prouve que le fonds de commerce a perdu de la valeur. On l'a vu un tout petit peu tout à l'heure dans la question des immobilisations incorporelles. Il peut y avoir des éléments du fonds de commerce qui vont disparaître et vont faire perdre au fonds de commerce dans son entier la valeur. Donc ça, c'est à considérer. Mais en principe, le fonds de commerce n'est pas amortissable, tout simplement parce que les éléments qui le composent ne bénéficient pas tous nécessairement de ce qu'on appelle une protection juridique
leur donnant, une valeur certaine, hein, comme on dit, en termes de comptabilité. Et si vous reportez donc, aux aspects purement comptables, notamment le compte de classe, 2, le compte 207 sur fonds de commerce, fonds commercial, ben, vous trouverez des éléments, sur cet aspect-là. Alors d'une manière générale, il est plus prudent de ne pas amortir, les fonds de commerce puisqu'ils n'ont pas, hem, de protection juridique comme on dit, hein, leur donnant une, valeur certaine. Donc, s'il n'y a pas de valeur certaine, on a du mal à cadrer, pratiquement et juridiquement, l'amortissement. Naturellement, les immobilisations financières ne sont pas amortissables. Alors, qu'est-ce qu'on appelle immobilisation financière? Ben, ça peut être des participations d'une société dans une autre société, sous forme d'actions ou de parts de capital et cetera. Ben, là, ça n'est pas amortissable tout simplement parce que, ben, on est dans une situation à risque, hein. Il n'y a pas de garantie, ni de perdre de la valeur, ni d'en gagner. On est dans de la finance, j'allais dire pure, et ça n'est pas amortissable. Par contre, pour ces immobilisations, qui en principe ne perdent pas de valeur avec, l'usage ou le temps, à défaut de pouvoir, les amortir fiscalement, on peut mettre en œuvre, certains correctifs et en particulier, on peut mettre en œuvre, des régimes de provision. Provision pour perte, ou charge et donc là, ça peut compenser d'une certaine manière, même si le mécanisme est différent, ça peut compenser, l'absence d'amortissement fiscal. Donc voilà, sur ces éléments, donc, définition positive, compte tenu de la notion, d'amortissement, qu'on a vu avec, des conditions générales du 1er groupe et du deuxième groupe, hein, comme je l'indiquais et puis, des conditions, négatives, c'est-à-dire des biens qui ne peuvent pas être amortis, pour diverses raisons, que je viens d'indiquer. Par ailleurs, comme on vient de le dire, bien sûr, les amortissements doivent répondre à des conditions, qui sont spécifiques aux 2 principaux modes d'amortissement qu'on va voir maintenant. Le mode linéaire, qui est le mode standard et par défaut, je dirais, et le mode dégressif d'amortissement fiscal, qu'on va voir ensemble. Alors, pour être fiscalement déductibles, les amortissements doivent remplir 2 grands groupes de conditions générales, c'est ce qu'on vient de voir, dans la diapositive précédente, ainsi que des conditions propres à chacun des 2 modes d'amortissement, fiscal, qu'on identifie dans la législation, le mode, linéaire et le mode dégressif. Alors les amortissements fiscaux doivent en principe s'effectuer en mode linéaire, c'est le mode, par défaut et à titre exceptionnel, ils peuvent, s'effectuer en mode dégressif.